Cette séance, aujourd'hui, a quelque chose de particulier, puisqu'elle marque aussi le 4e ouvrage d'une collection qui a pour mission de valoriser la recherche, donner de la visibilité aux pratiques associatives et faire circuler des savoirs utiles aux acteurs de terrain. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de regarder, c'est vraiment dans notre rétroviseur, ce que les pionniers ont voulu poser comme base, ce qu'ils ont amené dans leur réflexion et les idéaux qu'ils avaient. Ne pas oublier le rôle qu'a joué une formation créée par le ministère de l'Agriculture en 1971, le premier BTS protection de la nature, dont un certain nombre d'étudiants sont devenus des acteurs importants de ce qu'on appellera par la suite l'animation et l'éducation à la nature. En fait, notre travail montre qu'il y a tout un soubassement de clubs de jeunes préalables et très connus CPN, Club Connaître et Protéger la Nature, qui sont liés à l'apparition du journal La Hulotte. On a essayé de montrer l'ensemble des acteurs qui avaient existé et compté dans cette organisation avec 3 logiques. Une logique éducative, une logique protection, une logique aménagement du territoire, qui sont des cultures présentes mais en tension parfois. En ce qui concerne l'héritage, on peut dire que il y a une certaine continuité entre ce que portaient les pionniers de la création du réseau École et Nature et ce qui peut être à l'œuvre aujourd'hui, en particulier 2 éléments structurants. La question de nature, du dehors, et la question de la pédagogie émancipatrice. Ce sont les ambitions. Après, il y a les confrontations aux réalités qui sont très difficiles à l'heure actuelle. Il s'agissait d'abord d'expliquer à soit des personnes qui venaient d'ailleurs, d'un territoire, mais soit aussi les habitants et les habitantes d'un territoire, de montrer comment les choses fonctionnaient, les écosystèmes fonctionnaient, s'articulaient et quelles étaient les pistes peut-être pour progresser. Et de fait, il y a eu un double mouvement. C'est-à-dire que nous avons construit un 2e métier pour les CPIE, ce qu'on a appelé bien plus tard l'accompagnement des territoires. Il faut attendre 10 ans, donc 2013, pour que de nouveau il y ait la création d'un BPGEPS spécialisé en éducation à l'environnement et au développement durable. Et il y a 2 ans, on acte la disparition du BPGEPS éducation à l'environnement et au développement durable. Et on se retrouve avec un secteur de l'éducation à l'environnement qui essaye de raccrocher les branches. En fait, pour nous, c'est un référentiel à cette approche systémique qu'on porte de la transition écologique. Donc il y a un véritable enjeu de partenariat avec tout le panorama des acteurs de l'éducation à la fois historique, mais aussi avec les nouveaux acteurs, avec les collectivités territoriales, avec les relais de ces messages-là dans les territoires, mais aussi et surtout principalement avec les acteurs de l'éducation populaire. Mais il n'y a pas de doute sur le fait qu'il faut effectivement et qu'on éduque et que les collectivités prennent leur part à l'ensemble des politiques publiques liées à l'environnement et aux transitions. Et c'est là où effectivement il y a parfois un grand écart, c'est que à partir du moment où les collectivités ont elles-mêmes besoin de répondre à des appels à projets supra pour pouvoir mettre en œuvre localement ces politiques publiques, on n'a pas forcément toute la latitude pour faire travailler les acteurs locaux.